Très chers téléspectateurs, j'ai l'honneur aujourd'hui de pouvoir interviewer en sa demeure celui que l'on nomme l'homme le plus riche du village, Monsieur de la Roche-Noire. Bonjour, plaisir partagé. Faites comme chez vous. Qu'est-ce que cela fait d'être l'homme le plus riche du village? Cela dégage un sentiment de fierté, des responsabilités peut-être? Alors déjà, je vais me permettre de vous corriger. Je ne suis pas vraiment l'homme le plus riche du village. C'est un vieux sobriquet qui me suit depuis belle lurette. Non, je suis l'homme le plus riche de la ville. Car j'habite en ville. 50 000 habitants quand même. Excusez-moi, mais ça reste quand même la campagne. Je viens de Paris, alors... Enfin bref, j'ai su déceler à l'instant un sentiment de fierté. Est-ce qu'on pourrait savoir à peu près à combien se monte votre fortune? Pour faire au plus simple, je possède, tout secteur d'activité confondu, 42% de la ville. Waouh, mais c'est énorme! Oui, Comment êtes-vous arrivé à amasser autant de capitaux? Rome, ni même Paris, ne s'est fait en un jour. Et il faut dire aussi que je ne suis pas parti de zéro. Étant issu d'une famille aisée, j'ai pu démarrer avec un portefeuille, disons, intéressant. Mais c'est surtout ensuite, grâce à une succession d'investissements aussi brillants que millimétrés, que j'ai pu faire fructifier le capital familial. Vous êtes aussi philanthrope. J'ai entendu dire que vous aviez racheté le journal local au bord de la faillite pour sauver quasiment 50 emplois. C'est vrai, malheureusement, le support papier n'a plus trop la cote au vu de l'offre médiatique grandissante. Mais j'aime le papier, c'est pour ça que j'ai décidé de remettre à flot ce journal et de le distribuer gratuitement à tous les habitants de ma très chère ville. C'est un geste d'une noblesse rare, geste qui vous honore. Vous possédez donc le journal local, je sais aussi que vous êtes très présent dans l'agroalimentaire. Avez-vous d'autres domaines de prédilection? Vous savez, quand on possède 42%, on est présent à peu près de partout. Les supermarchés m'appartiennent, les magasins de bricolage, les pharmacies sans exception, le transport et même l'énergie. Une question me brûle les lèvres. Quand on obtient une telle réussite financière, est-ce qu'on désire encore quelque chose? Surtout que je crois que la réussite n'est pas que financière chez vous. Non, c'est vrai, j'ai de très beaux enfants d'un premier mariage. Et c'est marrant parce qu'ils s'intéressent tous les deux au monde de la finance, et de très près au travail de papa. Et j'ai épousé récemment ma deuxième femme, une sublime jeune ukrainienne tout à fait charmante. On peut dire que je l'ai sauvée de l'enfer de la guerre. Donc réussite financière, réussite humaine, adulée par toute la ville. Qu'est-ce qui peut encore faire vibrer aujourd'hui un homme tel que vous? Cocasse, ça fait partie de mes réflexions du moment. Je crois que quand on arrive à s'accomplir totalement, à un moment on se tourne inexorablement vers les autres. Et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, quand la réussite dîne tous les jours à notre table, tôt ou tard la philanthropie tape à la porte. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de vous, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits exemples? Cet été par exemple, où il a fait très très chaud, j'ai aidé la ville à mettre en place notre campagne d'affichage avec mes panneaux publicitaires pour inciter les passants à s'hydrater. J'en ai profité avec l'aide de mon partenaire, boisson gazeuse américaine bien connue, pour implanter à côté de ces panneaux publicitaires des distributeurs de boissons. Et gratuite en plus. Ah non, payante, mais c'est essentiellement pour éviter les abus. En tout cas, on voit bien là l'avantage de posséder des entreprises dans des secteurs divers et variés. Ça peut en effet sauver des vies. Oui, c'est vrai, mais vous savez, j'essaye aussi de voir au-delà de l'échelle humaine, en investissant par exemple grandement dans les énergies vertes. Et d'ailleurs, nous allons être la première ville de France en éoliennes par habitant grâce à un contrat que je viens de signer avec EDF. Aujourd'hui, malgré cette période de trouble économique et le fait que vos actions philanthropiques vous coûtent énormément d'argent, j'imagine, vous êtes toujours dans les fortunes françaises qui progressent le plus vite. Comment faites-vous? Je préférerais qu'on termine cette interview sur la question précédente. J'imagine que ça vous dérange pas. Oh non, pas du tout, vous m'avez déjà donné énormément votre temps, on s'arrête là. Mais je peux quand même vous répondre de manière officieuse si cela reste entre nous, surtout que je perçois en vous un brillant journaliste. Vous irez loin. Merci, ça me touche. Concrètement, c'est de l'économie basique, tout est question d'offre et de demande. Et si je veux maintenir mon développement, il faut que je puisse continuer à développer mon offre. Et le plus simple pour cela, c'est de faire accroître la demande. Sur le papier, ça semble simple, mais comment faites-vous? Je crée tout simplement les événements pour, et c'est là où être présent dans tous les secteurs me facilite grandement la chose. Peut-être qu'un exemple pratique m'aiderait. Installez-vous confortablement et accrochez-vous, ça risque d'aller vite. J'ai obtenu la construction de lotissements en zone inondable grâce à mes contacts privilégiés à la mairie. Pour faire accepter ce risque aux acheteurs, j'ai mis en place de nombreux bassins de rétention d'eau autour et chaque maison est montée sur un vide sanitaire avec une pompe à eau. Cela me semble de très très bonnes mesures. Oui, mais entre nous, en cas de réelle inondation, un trou dans le sol ou une pompe qui rejette l'eau en dehors de la maison alors qu'il y en a déjà partout autour, cela ne sert pas à grand chose.
C'est pour ça que depuis des années, je fais sortir de nombreux articles appuyant que les catastrophes naturelles sont dues au réchauffement climatique, pour me dédouaner. Bref, une zone inondable qui se retrouve depuis un siècle sous l'eau tous les 10 ou 20 ans, depuis 2020, c'est à cause du réchauffement climatique. C'est vraiment un fléau. Lorsque je rachète des terrains agricoles, je m'associe toujours aux associations écologiques en transformant 10% de ces terres en zones humides, pour la biodiversité. Ah bah on est philanthrope ou on l'est pas. D'année en année, vous le savez, les nuisances causées par les moustiques augmentent fortement. J'ai donc incité la mairie à faire des campagnes publicitaires sur mes panneaux et dans ma radio locale pour sensibiliser tout le monde à éviter l'eau stagnante. Car oui, le moustique tigre s'épanouit essentiellement en milieu urbain, dans de petites réserves d'eau, dans les jardins ou sur les balcons, et a un rayon d'action de 150 mètres quand même. C'est vrai que c'est de pire en pire chaque année ces moustiques, c'est bien de s'y prendre comme ça. Oui, sauf que les autres moustiques, eux, se développent très bien dans les bassins de rétention d'eau et les zones humides, et ils ont un rayon d'action de 15 km. Ah, oui, mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Oh, une petite sensibilisation aux dangers et aux divers moyens de protection contre ces moustiques dans le journal local permet en plus des multiples piqûres d'inciter les habitants à acheter des moustiquaires en promotion dans mes magasins de bricolage ou de mettre du produit anti-moustique en tête de gondole dans mes pharmacies. Waouh, mais c'est fascinant. Pharmacies sur lesquelles on retrouve désormais non plus une croix verte, mais rouge, pour afficher la hausse des températures auxquelles sont fortement sensibilisés mes administrés, via mon journal entre autres, et contre lesquels je lutte via la vente de climatiseurs. Hausse des températures seulement due à la crise climatique, et en aucune mesure au bétonnage intensif auquel je participe fortement. Oui, évidemment. Cette épouvantable crise climatique bien mise en avant dans ma ville m'a permis de louer aussi des terrains pour mettre des éoliennes à 2 pas des lotissements. Et c'est grâce à 5 ans d'articles sur cette énergie verte que j'ai su sensibiliser mes habitants et les aider à accepter de jouer le jeu. Finalement, vous avez bien fait de le remettre sur le pied ce journal. Hein. Beaucoup d'articles aussi sur la malbouffe à l'école et ses dangers, ce qui m'a permis de faire passer toutes nos cantines aux produits locaux. Je vous laisse deviner qui produit ces produits locaux. Voilà quelques petits exemples. C'est complètement stupéfiant comme stratégie. Mais pourquoi ne pas mettre ça au point au niveau national, voire mondial? Impossible. Ça sera ingérable. Il faudra avoir les yeux plus gros que le ventre. Et surtout, ça me semblerait compliqué qu'un seul homme gère 42% du monde sans se retrouver trop fortement exposé. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un petit peu utopique. Ou alors, il faudrait un regroupement d'une immense partie des actifs financiers du monde, provenant de particuliers, d'entreprises et même de pays. Et avec ces derniers, posséder des parts dans la plupart des grosses multinationales, pour toutes les pousser indirectement dans la même direction, celle des bénéfices. Ouais, ça éviterait même d'exposer les conflits d'intérêts. Mais bon, là, pour garder le cap, faudrait carrément créer des guerres pour booster des entreprises d'armement, des accidents sanitaires pour l'industrie pharmaceutique, financer des dramas, des émeutes, des mouvements sociaux pour augmenter le trafic médiatique et accentuer le changement climatique pour légitimer l'énergie verte. Le tout pour globalement faire passer la pilule de l'augmentation du coût de la vie. Et c'est pas possible de faire ça? Enfin, pour un homme tel que vous. Je pense pas, non, et ça serait vraiment faire vivre le monde entier dans un état de crise permanente. Ça serait assez anxiogène. Oui, c'est sûr, ça fait un petit peu dystopie. Je crois qu'on s'est un petit peu éloigné du sujet. Bien évidemment, cette histoire d'emprise locale est une pure fiction. Quant au reste... Sinon, à très vite pour une prochaine vidéo, et ce sera sûrement un Minute Papillon. Et en attendant, comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, à ceux qui aiment, ceux qui partagent, et bien entendu à ceux qui typent. À très vite.